Il y a une nouvelle attaque contre le serveur Exchange. Tout le monde y est vulnérable, sans exception. D'abord, ils prennent le canary, comme on appelle ça. Ensuite, les criminels lancent le shell. Leur but est de continuer à s'infiltrer dans l'infrastructure et donc, fondamentalement, ils peuvent exécuter à distance n'importe quelle commande sur le serveur avec ce script shell. C'est une faille de sécurité critique et nous devons fixer une date limite pour la mise à jour. Notre logiciel de sécurité a déjà détecté toutes les attaques sur ce serveur et nous pouvons voir en temps réel si nous sommes attaqués ou non. Nous estimons qu'environ 400 000 serveurs à travers le monde sont vulnérables à ce genre d'attaque et peuvent potentiellement en faire l'objet. Étant donné que différents groupes ont commencé à exploiter cette vulnérabilité et qu'il y a déjà une preuve de concept, je pense donc qu'il faut agir le plus vite possible. Avec l'augmentation récente des taux de criminalité dans le cyberespace, l'objectif final des pirates consiste à crypter une infrastructure et rançonner les entreprises attaquées. Le site de Microsoft qui a publié un article à ce sujet attribue cette attaque au groupe chinois Hafnium. Je ne sais pas, je ne crois pas vraiment à ces allégations. C'est compliqué cette affaire. Je cherchais un appartement pour déménager, c'était en mars 2020. Et j'ai reçu un mail sur mon compte Gmail, un mail d'une certaine Angela Morrison. Elle disait qu'elle était britannique. D'après elle, son mari et elle-même étaient en couple de personnes âgées, ne pouvant plus voyager aux Émirats. Et ils avaient acheté il y a longtemps un appartement dans une rue très populaire appelée City Walk. Elle disait qu'elle n'en voulait pas parce que l'appartement était vide et donc elle avait décidé de passer par Airbnb. Alors je me suis dit d'accord, Airbnb c'est une marque, un nom reconnu dans le monde entier, tout ira bien. Donc elle m'a envoyé un lien vers une page avec des photos de l'appartement. Il y avait un logo Airbnb, des évaluations de l'appartement, des avis des clients. Alors je lui ai écrit pour dire que j'étais prête à louer l'appartement. En réponse, elle m'a demandé de payer directement à Airbnb, disant que j'allais recevoir la confirmation après. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur ce lien, c'était une page de paiement Airbnb. J'ai saisi toutes les informations de ma carte dans le formulaire et j'ai cliqué sur le bouton « Payer ». Le principal problème, en réalité, c'est l'ingénierie sociale. Si vous utilisez des services numériques, cela comporte tout de même certains risques. En septembre 2020, le chef du département de la sécurité de l'information de la Banque centrale russe a signalé que 6,5 milliards de roubles avaient été volés sur des comptes bancaires de clients. 67% ont été volés en utilisant l'ingénierie sociale. Les utilisateurs doivent rester vigilants et penser de manière critique. Il y a maintenant une tendance intéressante dans le monde, pas en Russie, qu'on appelle les JavaScript sniffers. Ce sont de simples scripts insérés dans des sites web compromis qui attendent que vous accédiez aux pages commandes ou paiement. Et une fois que vous accédez à la page du paiement, un canal supplémentaire s'ouvre pour collecter les données que vous saisissez et les envoyer à un criminel. Évidemment, ces données contiendront votre numéro de carte de crédit, votre nom, la date d'expiration de la carte, ainsi que les numéros CVV et CVC2. Et tout cela se retrouvera entre les mains du criminel. En fait, ça s'opère en arrière-plan et ce processus est difficile à détecter pour un utilisateur. Le chatbot a été lancé automatiquement et une fille qui s'appelle Fatima me dit « Je travaille pour Airbnb, nous avons reçu les détails de votre carte et traitons votre paiement. » Alors j'ai dit « D'accord, allez-y. » J'ai effectué le paiement et elle a débité la somme. Mais j'ai obtenu un relevé de la somme déduite en euros. Alors je lui ai dit « Pourquoi la somme a-t-elle été déduite en euros, étant donné que je vous ai payé avec la monnaie locale ?» Elle me dit « Oui, d'accord, désolé, nous allons vous rembourser et nous déduirons la somme à nouveau. » Alors j'ai dit « D'accord, bon, peu importe, déduisez et faites le remboursement. » Et là, elle m'a dit « Oui, c'est un cours de traitement. »
Alors passe un jour et puis un autre, et je lui dis « Écoutez, où est le remboursement ?» Elle me dit « Oui, d'accord, vous recevrez une autre notification sur votre téléphone. Donnez-moi simplement ce numéro et je ferai le remboursement. » Donc je lui ai donné le code à usage unique. Elle a encore prélevé 8000 dirhams. Donc au total, elle a prélevé 16 000 dirhams de mon compte. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Le plus souvent, nous avons affaire à l'envoi de malware, quand par exemple, quelqu'un reçoit un email avec un virus cheval de Troie en pièces jointes. Ici, nous détectons également les sites web frauduleux, comme le phishing. Vous voyez une page web qui a l'air authentique, mais il s'agit en fait d'un site web frauduleux qui appartient à un criminel. Toutes les données que vous saisissez lui sont transférées, pas à un vrai site web. J'ai appelé l'assistance Airbnb, ils m'ont dit « Nous ne trouvons pas votre nom ni celui du propriétaire, nous n'avons aucune information à ce sujet. Nous vous mettrons en contact avec notre service qui s'occupe des fraudes, car cela ressemble à une fraude. » Il existe des attaques de pirates informatiques particulières. Et bien sûr, elles sont toutes des produits de l'ingénierie sociale. Quant aux crimes informatiques qui ont connu le plus grand essor depuis le début de la pandémie, ce sont ceux liés aux investissements et aux activités de faux courtiers. Si on vous propose de réaliser un profit de 50% en 2 semaines, c'est évidemment une arnaque. Des choses comme ça n'existent pas. Le skimming des distributeurs, on n'en entend pas souvent parler en ce moment. C'est quand les escrocs placent une sorte de dispositif pour récupérer les données de la bande magnétique de votre carte à l'aide du clavier numérique ou de la fente d'insertion de la carte. C'est une petite caméra ou un faux pavé numérique qui enregistre les entrées du code PIN. Les escrocs fabriquent plus tard un duplicata de votre carte et peuvent l'utiliser pour les transactions sans carte, le CNP et les transactions en ligne. Un autre type d'attaque intéressant est le black box, la boîte noire. Bon, qu'est-ce qu'un distributeur automatique? Le cerveau d'un distributeur n'est qu'un simple ordinateur connecté à sa caisse. Le pirate ouvre le capot du distributeur et connecte la partie basse de l'appareil, la caisse, le dispositif de distribution spécifique à son ordinateur et donne un ordre direct au distributeur de lui verser de l'argent. Pour protéger les clients, il faut surtout les informer, bien sûr, et il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est-à-dire qu'il suffit de ne pas communiquer aux criminels vos mots de passe. Dans les messages qui contiennent les mots de passe et que vous recevez sur vos appareils, il est toujours écrit « Ne montrez ce message à personne ». Et cela réduit déjà de moitié le nombre d'attaques menées contre les utilisateurs à l'aide de méthodes d'ingénierie sociale. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons l'habitude de faire confiance. Quand j'ai reçu cette lettre, j'étais sûre de parler à une dame âgée qui possède vraiment un logement ici. Presque personne n'aurait cru que c'était un faux site. J'ai montré ce lien à mes collègues de travail, à mes amis. Je leur disais, regardez cet appartement, il est tellement beau. Personne n'avait de doute sur ce site. Personne n'aurait pu imaginer ça. Parfois, quand vous voyez quelque chose comme ça et que vous notez par exemple des erreurs grammaticales ou quelque chose de similaire, vous pouvez avoir quelques soupçons. Mais dans mon cas, c'était impeccable. Une copie parfaite du site, le même logo. Je suis toujours à la recherche de personnes qui pourraient m'aider. Airbnb a refusé de m'aider. C'est une expérience vraiment traumatisante. J'ai perdu de l'argent, je me sens stupide. Comment cela a pu arriver? Après tout ce qui s'est passé, seulement 5-6 mois plus tard, j'ai eu la force de payer en ligne et d'acheter sur Internet. J'avais tellement peur. Maintenant, je vérifie tout 100 fois. Je vérifie, vous savez, si ce site web est authentique, si ce vendeur est crédible. Vous perdez confiance dans tout ce qui émane d'Internet.
Les gens ont perdu beaucoup d'argent à cause de telle arnaque. Même arnaque, même personne, même nom. Le problème, c'est que vous ne savez pas à quoi sert cet argent. Il peut servir des mauvaises causes. Et je ne veux pas financer ça, vous savez. Toutes ces autres choses qui se passent dans le monde, peu importe, vous savez, des choses obscures qui se passent sur Internet ou autres. Je ne veux pas faire partie de ça. L'être humain, c'est le maillon faible. Le secteur bancaire est, lui, fortement réglementé. La Banque centrale de Russie, par exemple, est extrêmement exigeante en matière de régulation. Les banques ont le besoin objectif de rendre leurs services plus sûrs, et c'est ce qu'elles font. Dans ce secteur, nous disposons de certains des systèmes les plus avancés de lutte contre la fraude. Il existe divers programmes permettant aux experts externes de signaler les bugs et les vulnérabilités à une banque et d'obtenir une récompense pour cela. C'est ce qu'on appelle le programme Bug Bounty. Il peut être à la fois interne et externe. Les banques accordent une grande attention à la sécurité de leurs applications. Et diverses entreprises du monde entier accordent des bug primes. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de demandes. Les pentesters du monde entier peuvent accéder et pirater les adresses disponibles de manière parfaitement légale. Ils aident à répéter des vulnérabilités et gagnent de l'argent grâce à cela. Voilà à quoi ça ressemble. Cherchons mail.ru. C'est une entreprise russe. Voici la page. On voit que les bugs sont même triés par prix. Ils proposent 35 000 $ pour les bugs critiques. Et pour le reste, c'est classé par ordre décroissant. Au total, depuis le lancement de ce programme, Mail.ru Group a versé 1 837 000 $ de primes. La plus récente des vulnérabilités a été signalée il y a 2 jours. Prenons Twitter par exemple. Cela montre simplement que même les plus grandes entreprises ont les mêmes failles de sécurité que tout le monde. Et là, dans le cadre du programme Bug Bounty, Twitter a versé 1 391 000 $. Et le dernier rapport a été soumis il y a 2 jours, donc... Beaucoup de gens ont perdu leur emploi, alors ils cherchent des moyens de gagner de l'argent. On pourrait dire que c'est les années 90 transposées dans le cyberespace. Les gens sont obligés de chercher des revenus alternatifs, et certains passent du côté obscur. Cette tendance va se poursuivre, d'après mes estimations, encore 2 ou 3 ans. L'une des plus grandes entreprises russes qui lutte contre la cybercriminalité a attrapé un groupe de dédosseurs. Ce sont les personnes qui ciblent les organisations en utilisant des attaques par déni de service. Un utilisateur le voit comme, par exemple, il essaie d'accéder à un système bancaire et le système lui dit qu'il est surchargé ou indisponible. Il est surchargé justement à cause de l'attaque de dédosseurs qui utilisent par exemple l'Internet des objets. Il existe de nombreux appareils IoT, je parle de l'Internet des objets, auxquels on peut accéder via Internet et qui ont des vulnérabilités. Le fait est que les fabricants se soucient rarement des exigences minimales en matière de sécurité de leurs appareils. Ils sont attaqués en masse, puis infectés et utilisés comme terrain pour les botnets, qui lancent des attaques contre les organisations pour forcer un déni de service. Tous ces fours à micro-ondes, réfrigérateurs, caméras IP se mettent simultanément à envoyer des requêtes à un site web de boutique en ligne, par exemple. Et cette tempête de requêtes provoque la chute du site de la boutique, et les utilisateurs ne peuvent y accéder pour faire des achats. Pour que vous le compreniez mieux, imaginez n'importe quel service que vous utilisez tous les jours. Et dans nos smartphones, nous avons divers services dont beaucoup d'entre nous ne peuvent se passer. Ils ne peuvent pas effectuer de paiement ou acheter quoi que ce soit sans téléphone. Alors le message hors service peut s'afficher, même s'il n'y a pas de problème de réseau. Mais il est impossible d'accéder au site. Cela peut être dû à la maintenance, mais cela peut aussi être une attaque. Ensuite, les extorqueurs demandent de l'argent pour mettre fin à cette tempête. Un groupe de ce type a été arrêté à Omsk, si je ne m'abuse. Ils avaient été accusés de vol de plaques d'immatriculation par le passé.
Très souvent, on qualifie des escrocs ordinaires de hackers. Disons qu'il y a un domaine d'activité obscur, un domaine d'activité illégal. Par exemple, le vol d'argent des comptes bancaires. Comment ça marche ? Il y a des gens qui créent des chevaux de Troie bancaires. Ces chevaux de Troie accèdent à l'ordinateur, enregistrent toutes vos actions, sur quel site web vous allez, le mot de passe de la banque en ligne, les détails de votre carte et ainsi de suite. C'est ce que font les pirates. Mais ceux qu'on met en prison sont essentiellement ceux qui blanchissent l'argent volé ou utilisent ces logiciels. Les développeurs de ces logiciels sont beaucoup moins susceptibles d'être incarcérés. Et pourtant, c'est eux qu'on qualifie de pirates informatiques. Il y a des individus qui volent. Mais là non plus, ce n'est pas un groupe de hackers. Un groupe de hackers se concentre sur la technologie de l'information. Le vol, ce sont les autres qui le font. Les criminels du monde réel se tournent de plus en plus vers le cyberespace, parce qu'il y est plus difficile de les trouver et que les gains peuvent être plus importants. Il est impossible de voler les plaques de 50 voitures simultanément, alors que dans le cyberespace, c'est assez fréquent. Je n'utilise pas les cartes de crédit en ligne. Toute banque peut désormais émettre une carte temporaire, un doublon de carte de crédit que vous pouvez annuler ou supprimer à tout moment. Dans les cas où il faut saisir en ligne les détails de votre carte de crédit, tout développeur aguerri protégera ces données ou fera autre chose pour empêcher les pirates informatiques d'utiliser ces informations, même s'ils peuvent y accéder. Mais on ne sait jamais si une boutique en ligne qui vend des appareils électroménagers a traité cette question ou non. C'est pour ça que moi, je ne rentre pas les données de ma carte de crédit. Je me suis retrouvé dans des situations où j'ai dû bloquer ma carte. Pendant la pandémie, quand le régime de confinement a été introduit, les gens étaient obligés de rester chez eux. Les employés devaient se connecter au réseau pour travailler. Cela se fait par le biais d'un logiciel d'accès à distance, ce qui a mené à l'apparition de nombreux exploits, des outils capables d'attaquer le logiciel d'accès à distance. Par exemple, notre entreprise a une comptable et nous lui avons envoyé ce fichier exécutable avec le message suivant « Liuba, il y a un problème, cette vidéo a été mise en ligne ». Elle a pris peur et lancé le fichier. Après cela, notre ordinateur est compromis. On peut faire ce qu'on veut maintenant. Nous avons simplement pénétré et installé notre logiciel. Par exemple, elle installe une extension de navigateur où elle fait passer toutes nos données bancaires en ligne par mon code intermédiaire qui ajoutera quelque chose en plus au code de la page. Donc il va simplement le modifier. De telles attaques visent à exécuter un certain code de programmation. Vous n'avez même pas à appuyer sur un bouton, sélectionner un fichier ou faire toute autre chose que nous faisons habituellement avec notre logiciel. Il suffit de cliquer dessus et c'est tout. Le code s'exécutera dans le système. Et quand vous allez sur un site web, il remplace le formulaire où vous entrez les coordonnées d'un bénéficiaire, le bon, le vrai, avec ceux d'un monsieur machin malveillant et qui s'emparera finalement de votre argent. Les employés qui travaillent à domicile ont une faible protection. Ils ne sont pas au sein du périmètre de sécurité de l'organisation qui offre des protections à plusieurs niveaux. En 2020, nous avons vu de telles attaques contre diverses organisations en Russie et à l'étranger. La tendance aux attaques ciblées contre les grandes organisations, complexes, détectables et bien planifiées, disparaît. La nouvelle tendance, c'est l'extorsion. Les criminels passent aux encodeurs. On peut infecter une grande organisation avec un encodeur, puis demander une rançon en bitcoin pour décrypter ou ne pas publier les données. Là encore, à cause du confinement, ceux qui blanchissent de l'argent ont connu des difficultés avec le retrait des espèces. Je veux dire, il est difficile de se déplacer dans la ville, ou parfois il n'est même pas possible d'aller d'une ville à l'autre. Donc ils sont obligés de procéder par de l'argent numérique, comme le bitcoin et ainsi de suite. C'est la tendance actuelle, et même de grands groupes de pirates se spécialisant dans des attaques ciblées contre des établissements financiers ou de crédit sont passés au cryptage et à l'extorsion. Ils reçoivent l'argent immédiatement, en bitcoin, et peuvent le transférer vers des portefeuilles au sein d'un réseau assez anonyme.
On peut faire de l'argent sans problème, amasser des millions, des milliards sur un cloud. Mais en réalité, ce n'est qu'une jolie petite histoire fantaisiste. Un homme raisonnable doit comprendre qu'il est objectivement impossible de retirer des millions, des milliards à partir d'un compte bancaire. Même si vous avez une grosse somme d'argent dans votre portefeuille, vous ne pouvez pas retirer tout d'un coup. Vous ne pouvez pas l'encaisser. Et aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, il y a assez peu d'entreprises qui fournissent des services en échange de crypto-monnaies. Tous ceux qui essayent de pirater les institutions ne se disent pas des choses du genre « Allez, on va ramasser tout cet argent ». Parce que c'est un processus complexe, difficile, cela peut tout compromettre. Tout ton travail, tous tes succès et ainsi de suite. Tout cela ne fera que te mettre dans une impasse. Tu as un argent fou, mais tu ne sais pas quoi en faire. Il en va de même pour l'anonymat des portefeuilles Bitcoin. Le problème est qu'ils sont en train d'être légalisés. Alors si on le légalise, on veut le rendre accessible au public. Habituellement, tous ces stratagèmes pour gagner de l'argent se résument à la vente de vulnérabilité. Vous obtenez de l'argent pour le travail que vous avez fait, pour le piratage. Et après, avez-vous besoin de ces casse-têtes? Laissez les autres s'en occuper. Si ces autres personnes veulent devenir riches instantanément, ils peuvent vous acheter ces vulnérabilités. Si tu veux t'occuper des choses réelles, il est possible de les vendre pour 500 000 et 600 000 $. Il serait plus facile d'utiliser cet argent, parce que ce n'est pas un montant qui attirerait beaucoup d'attention. Cette approche n'est pas celle romantique que montrent des films où des gens piratent des banques ou des marchés boursiers. Et puis ils disent « on va faire un virement, et puis on l'encaissera ». Mais c'est impossible, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a un terme à la mode. Je ne peux pas dire que je l'aime, mais ça vous donne le sens. Cyber-renseignement. Le cyber-renseignement, c'est un travail sur le Darknet. La recherche de tout type d'informations sur les attaques imminentes, sur les fuites dans divers organismes. Depuis peu, on constate une augmentation du nombre d'attaques prémontées vendues sur le Darknet. L'attaque est montée en plusieurs phases. Ils infectent un employé travaillant à distance ou un périmètre, et puis ils peuvent vendre cette infection sur le Darknet pour qu'une autre organisation la prenne et poursuive l'attaque. Ainsi, on peut voir certains signes d'une attaque imminente si, par exemple, les comptes personnels des employés sont en vente. On peut aussi reconnaître une attaque imminente par l'émission d'un grand nombre de cartes premium de certaines banques. Si quelqu'un essaye d'acheter, disons, 200 cartes premium de certaines banques sur le Darknet, cela pourrait être le signe d'une attaque planifiée. Les criminels ont besoin de moyens pour encaisser de l'argent. Évidemment, il y a un aspect lié aux relations publiques dans tout cela. Souvent, les organisations ne veulent pas admettre qu'elles ont été attaquées, reconnaître ces attaques. Elles essayent de minimiser les retombées ou d'en masquer les conséquences. Quand les gens ne comprennent rien aux cyberattaques, si c'est un établissement de crédit bien sûr, les gens voudraient récupérer tout leur argent, ce qui pourrait conduire à un effondrement de l'ensemble de l'entreprise. Pour vous donner un exemple, dans le passé, pour braquer une banque, il fallait y aller physiquement, la braquer et repartir. Vous obtenez un sac d'argent. C'est la différence entre comment on faisait pour braquer une banque il y a 50 ans et comment on fait maintenant depuis 4-5 ans. Garder son argent sous l'oreiller ou le garder dans une banque? Je pense qu'il est plus sûr de le garder dans une banque. En gros, c'est la même chose que de le garder sous l'oreiller, seulement vous avez une meilleure équipe de sécurité qui vous protège et qui protège votre argent.